Adolf Hitler est né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, une petite ville située à la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne. Son père, Alois Hitler, travaillait comme fonctionnaire des douanes, tandis que sa mère, Clara Pölzl, s'occupait du foyer. L'enfance de Hitler se déroula dans un environnement marqué par la discipline stricte de son père, avec lequel il avait des conflits constants au sujet de son avenir. Alois voulait que son fils suive une carrière administrative, mais Adolf rêvait de devenir artiste. Pendant sa jeunesse à Linz, Hitler s'éloigna de plus en plus des études classiques. Il montrait peu d'intérêt pour les matières scolaires et préférait consacrer son temps au dessin et à la peinture. Après la mort de son père en 1903, sa relation avec sa mère devint plus étroite. Clara soutenait ses aspirations artistiques, mais sa santé fragile et le manque de ressources limitaient les opportunités du jeune homme. En 1907, Hitler tenta d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, mais il fut refusé à 2 reprises en raison de ses faibles compétences en dessin architectural. Le séjour à Vienne marqua un tournant. Il vécut dans des foyers pour hommes sans ressources et survécut en vendant des aquarelles dans la rue. Pendant ces années, il absorba les idées politiques et raciales qui circulaient dans la capitale austro-hongroise. La ville était imprégnée de propagande antisémite avec des journaux et des brochures accusant les Juifs de la décadence sociale et culturelle. Hitler lisait attentivement ces publications et commença à développer une vision hostile à leur égard. Selon les témoignages de son ami August Kubizek, Hitler exprimait déjà une haine intense envers les Juifs qu'il considérait comme responsable de la perte du caractère germanique de Vienne. Durant cette période, sa vie fut marquée par la frustration. Rejeté par l'Académie et sans emploi stable, il trouva dans la politique un refuge émotionnel. Les idées nationalistes et raciales lui offraient une explication simple à ses échecs personnels, la croyance que les Juifs contrôlaient l'économie et les arts, empêchant les Allemands de réussir. Cette idée, renforcée par la propagande de groupes nationalistes comme les pangermanistes, devint le cœur de sa pensée. En 1913, Hitler se rendit à Munich pour éviter le service militaire obligatoire en Autriche, qu'il méprisait, estimant que c'était un empire multinational décadent. Munich, avec son atmosphère ultranationaliste, consolida ses idées. Le mélange de ressentiment social, d'échecs personnels et d'exposition à des discours extrémistes façonna la base de l'antisémitisme qu'il développerait plus tard dans sa carrière politique. La Première Guerre mondiale changea son destin. Il se porta volontaire dans l'armée allemande et servit comme messager sur le front occidental. Il fut blessé et décoré pour bravoure, mais la défaite de l'Allemagne, en 1918, le laissa anéanti. Comme beaucoup de vétérans, il considéra la reddition comme une trahison venue de l'intérieur. Il adopta l'idée de « l'ennemi intérieur », qu'il identifiait comme les Juifs et les marxistes responsables de la défaite. Après la guerre, Hitler resta dans l'armée et travailla comme informateur politique. En 1919, il rejoignit le Parti ouvrier allemand, précurseur du parti nazi. Ses discours enflammés, pleins d'antisémitisme et de nationalisme, le firent rapidement remarquer. Dans une lettre écrite la même année, il qualifia les Juifs de « tuberculose raciale » à éradiquer. Les années de jeunesse à Vienne et Munich furent déterminantes pour son idéologie. C'est là qu'il trouva une justification à sa haine, transformant ses expériences personnelles en un discours politique radical. L'échec en tant qu'artiste, la pauvreté et l'environnement xénophobe le poussèrent à chercher un ennemi à blâmer pour ses malheurs. Ce récit devint le cœur de sa future propagande. Le climat culturel viennois était imprégné d'un antisémitisme déguisé en nationalisme. Des politiciens comme Karl Lueger, maire de la ville, utilisaient la haine des Juifs pour obtenir le soutien populaire. Hitler observa comment ses leaders mobilisaient les masses avec des discours simples et émotionnels. Cet apprentissage lui servit plus tard à élaborer son propre style oratoire. À Munich, ses contacts avec d'anciens militaires et des groupes paramilitaires renforcèrent sa vision d'un avenir violent et excluant. Pour lui, la guerre avait démontré la nécessité d'une société disciplinée dépourvue d'éléments qu'il jugeait corrompus ou inférieurs. Dans son esprit, les Juifs représentaient cette menace qu'il fallait éliminer pour restaurer la grandeur de l'Allemagne. La haine raciale de Hitler ne naquit pas soudainement.
Elle fut le résultat d'un mélange d'échecs personnels, d'influences culturelles et de théories raciales en vogue en Europe centrale. Chaque rejet, chaque humiliation vécue à Vienne, chaque discours entendu à Munich renforçèrent sa conviction que les Juifs étaient l'obstacle à ses ambitions et à l'avenir du pays. La figure d'August Kubizek est essentielle pour comprendre ces années. Il fut son ami le plus proche à Linz et Vienne et laissa des récits détaillés de son caractère. Kubizek décrivait un jeune homme passionné, obsédé par de grands projets et avec une vision du monde de plus en plus radicale. Dans leur conversation, Hitler exprimait déjà un mépris ouvert envers les Juifs et une admiration pour les dirigeants forts et autoritaires. Durant cette période, il fut également attiré par les idées de supériorité raciale. Les théories sur la pureté du sang et le darwinisme social étaient à la mode, et Hitler les adopta comme des vérités absolues. Il croyait que l'histoire était une lutte entre races et que la survie dépendait de l'élimination des plus faibles. La pauvreté extrême qu'il connut à Vienne accentua son ressentiment. Entouré d'immigrés juifs d'Europe de l'Est, il interpréta sa propre misère comme le fruit d'un complot économique et culturel. Cette vision se renforça au fil des années lorsqu'il commença à écrire ses idées et à les diffuser dans des réunions politiques. En conclusion, l'enfance et la jeunesse de Hitler furent le terreau dans lequel germa sa haine raciale. Les expériences vécues à Linz, Vienne et Munich, combinées à la défaite allemande de la Première Guerre mondiale, façonnèrent une idéologie qui marquerait l'histoire. Chaque étape de sa vie avant l'accession au pouvoir fut traversée par un apprentissage de la haine et une obsession de trouver un coupable. Antisémitisme à Vienne et à Munich. Le séjour d'Adolf Hitler à Vienne coïncida avec une époque où l'antisémitisme faisait partie intégrante de la vie politique et culturelle. Les rues étaient remplies de propagande, accusant les Juifs d'être responsables du prétendu déclin de la ville. Hitler, venu dans l'espoir de faire carrière comme artiste, se retrouva face à une société divisée entre les partisans de l'Empire austro-hongrois et les mouvements nationalistes germanophiles. Ces courants politiques utilisaient la haine des Juifs comme outil pour rallier le soutien populaire. Vienne comptait une forte présence de presse sensationnaliste diffusant des messages anti-juifs. Des journaux comme le Deutsches Volksblatt publiaient des articles présentant les Juifs comme une menace pour la culture allemande. Hitler, qui passait des heures dans les bibliothèques et les cafés à lire ce genre de publications, absorba ces messages jusqu'à les intégrer dans sa pensée. Il observait les commerçants juifs, les voyait réussir là où lui échouait et associait son propre échec à une conspiration dirigée contre lui. Durant ces années, il découvrit les théories de Karl Lueger, maire de Vienne, qui utilisait des discours antisémites pour mobiliser la population. Lueger présentait les Juifs comme responsables de la corruption politique et de la domination économique de la ville. Hitler admirait sa capacité à toucher les masses avec des phrases simples et directes. Ce modèle l'inspira à adopter un style similaire dans ses futurs discours politiques. La pauvreté et la vie dans des foyers renforcèrent son ressentiment. Il partageait son espace avec des immigrés juifs venus de l'Est, fuyant les pogroms en Russie et en Pologne. Leur présence dans les quartiers pauvres renforça son idée que les Juifs formaient une communauté étrangère, différente par ses coutumes et sa religion. Cette perception, nourrie par la propagande et son expérience personnelle, développa en lui une haine plus profonde. À Munich, la situation était différente, mais tout aussi intense. La ville était devenue, après la Première Guerre mondiale, un centre d'agitation politique. Les mouvements nationalistes, paramilitaires et ultra-conservateurs partageaient un antisémitisme commun. Hitler s'intégra dans cet environnement lorsqu'il s'y installa en 1913. Il assistait à des réunions dans des brasseries où l'on débattait des défaites de l'Allemagne, en accusant les Juifs et les communistes de la crise. La période qui suivit la guerre fut un terreau fertile pour la haine raciale. La République de Weimar, avec sa modernité culturelle, était perçue comme un symbole de décadence par les milieux les plus conservateurs. À Munich, cette perception s'accentua avec la brève République soviétique de Bavière, dirigée en 1919 par des leaders d'origine juive. Pour Hitler, cela constituait une preuve que les Juifs étaient responsables de la révolution communiste et de l'instabilité politique. La combinaison de propagande, de crise économique et de théorie raciale renforça sa vision du monde.
Hitler assistait aux discours d'agitateurs comme Dietrich Eckart, qui devint son mentor politique. Eckart lui apprit à transformer son ressentiment en une narration politique fondée sur la haine. Lors de ces réunions, Hitler perfectionna son éloquence, utilisant un langage agressif qui captait l'attention de l'auditoire. Dans des lettres de cette époque, Hitler décrivait les Juifs non pas comme une communauté religieuse, mais comme une race. Il les comparait à une maladie, affaiblissant les nations, une idée qu'il répéterait plus tard dans ses discours. Ce langage extrême devint un élément central de son idéologie. Le contact avec des groupes ultranationalistes à Munich lui montra comment l'antisémitisme pouvait être utilisé pour obtenir un large soutien populaire. Il observe que désigner un ennemi commun permettait aux leaders de mobiliser les foules sans offrir de solutions concrètes. Hitler adopta cette stratégie et la poussa à son paroxysme lorsqu'il prit la tête du Parti national-socialiste. Le climat culturel de Vienne et de Munich offrait des théories raciales enveloppées dans une pseudo-science parlant de pureté du sang et de supériorité aryenne. Des auteurs comme Houston Stewart Chamberlain étaient lus dans les cercles nationalistes et leurs ouvrages soutenaient l'idée que les Allemands descendaient d'une race supérieure destinée à dominer l'Europe. Hitler lut ces textes et les interpréta comme une confirmation de ses préjugés. La pauvreté et les échecs vécus à Vienne avaient semé la graine de la haine. À Munich, avec l'expérience militaire et un climat politique radical, cette graine germa en une idéologie complète. Hitler trouva dans l'antisémitisme une explication simple aux problèmes sociaux et personnels. Ce récit, mêlant haine raciale et nationalisme, devint la base de ses discours publics. L'influence de figures comme Eckart et d'autres membres des cercles nationalistes fut déterminante. Ils lui apprirent que le succès politique reposait sur l'identification d'un ennemi visible et sur son attaque constante. Hitler appliqua cette leçon avec une intensité qui surprit même ses premiers partisans. Les villes de Vienne et de Munich furent des laboratoires idéologiques pour Hitler. C'est là qu'il apprit à combiner les éléments culturels, économiques et raciaux dans une vision unifiée de haine. Chaque échec personnel, chaque observation dans les quartiers pauvres, chaque discours entendu renforçait son idée que les Juifs étaient l'obstacle à sa réussite et à la grandeur allemande. L'antisémitisme dans ces villes n'était pas marginal, mais bien une tendance acceptée par de larges pans de la société. Les partis conservateurs et nationalistes utilisaient ce discours pour obtenir le soutien populaire. Hitler sut tirer profit de ce climat et le transformer en outil politique. Des rues de Vienne et des réunions à Munich naquit le noyau de l'idéologie qui le mènerait plus tard au pouvoir. L'antisémitisme dans Mein Kampf. Mein Kampf fut écrit par Adolf Hitler pendant son emprisonnement à la suite du putsch raté de Munich en 1923. Dans cet ouvrage, il mêla souvenirs personnels et visions politiques centrées sur la haine des Juifs et du communisme. Pour Hitler, ces deux idéologies représentaient des forces ennemies visant à détruire l'Allemagne. Dès les premières pages, il affirmait que les Juifs constituaient une race et non une religion, ce qui, selon lui, justifiait des mesures radicales à leur encontre. Dans le livre, Hitler adopta des idées conspirationnistes diffusées par Alfred Rosenberg et d'autres théoriciens raciaux. Il considérait les Juifs comme responsables à la fois du capitalisme prédateur et du bolchevisme. Cette association lui permettait d'identifier un ennemi commun à toutes les crises politiques et sociales. Son raisonnement était simple. L'Allemagne ne pouvait réaliser son plein potentiel qu'en éliminant l'influence juive et en étant gouvernée par des Allemands aryens de sang pur. Mein Kampf exposait l'idée que l'histoire était une lutte permanente entre les races. Selon Hitler, les peuples forts survivaient en éliminant les plus faibles, et les Allemands avaient le devoir de dominer pour assurer leur survie. Cette vision, influencée par le darwinisme social, devint le fondement de sa politique raciale. Le livre affirmait que le métissage affaiblissait les nations et que seule la pureté raciale pouvait garantir la force du Reich. Le texte insistait sur l'idée que les Juifs étaient un corps étranger en Allemagne. Hitler les décrivait comme des corrupteurs de la culture, des promoteurs d'idéologies hostiles à l'esprit germanique et des responsables de la défaite de la Première Guerre mondiale. Il les accusait d'avoir sapé la volonté de combat de l'armée et manipulé l'économie pendant le conflit. Ce récit s'appuyait sur des accusations sans fondement, mais très efficaces en tant que propagande.
Dans Mein Kampf, Hitler associait également son antisémitisme à la nécessité d'une expansion territoriale. Il développa l'idée du Lebensraum, ou espace vital, affirmant que l'Allemagne devait conquérir des territoires à l'Est pour garantir des ressources et des terres à sa population. Cette expansion impliquait, selon lui, de s'opposer aux slaves et aux juifs qu'il considérait comme des races inférieures. Cette vision géopolitique justifiait non seulement la guerre, mais aussi l'extermination comme partie d'une lutte raciale inévitable. L'ouvrage fut largement diffusé après sa publication. Bien que ses ventes aient d'abord été faibles, il devint un texte obligatoire une fois Hitler arrivé au pouvoir. Chaque couple allemand marié recevait un exemplaire en cadeau, et des millions d'exemplaires furent distribués dans tout le pays. Cependant, beaucoup achetaient le livre uniquement pour montrer leur loyauté au régime, sans le lire réellement. Ces idées se propagèrent néanmoins à travers la propagande nazie et l'endoctrinement politique. Le contenu de Mein Kampf inclut des chapitres sur sa vie à Vienne et à Munich, où il décrit comment sa vision anti-juive s'est formée à partir de ses expériences personnelles. Il affirmait avoir ouvert les yeux sur le problème juif en observant la présence d'immigrants juifs à Vienne, qu'il accusait de contrôler les secteurs clés de l'économie et de l'art. Ce récit renforçait l'idée que sa haine n'était pas idéologique, mais découlait d'une conclusion naturelle, tirée de ses observations, bien qu'en réalité, elle soit profondément influencée par les préjugés et la propagande. La structure même du livre reflétait sa stratégie de propagande. Hitler comprenait que le public réagissait mieux à des messages directs et répétés. Il utilisait des phrases courtes et chargées d'émotions, visant à convaincre par l'impact plutôt que par des raisonnements complexes. Ce style devint par la suite la marque de ses discours et des campagnes de masse du parti nazi. Au-delà de sa haine des Juifs, Mein Kampf proposait une vision autoritaire de la société. Hitler critiquait durement la démocratie parlementaire de Weimar, qu'il considérait comme faible et corrompue. Il affirmait que seule une direction forte, fondée sur des principes raciaux, pouvait sauver l'Allemagne. Dans ce contexte, les Juifs étaient présentés comme le principal obstacle à l'unité nationale et à la force du peuple allemand. L'influence de Mein Kampf fut immense. Ce livre ne servit pas seulement de guide idéologique pour le parti nazi, il traça également la voie vers la persécution systématique des Juifs. Les idées exprimées dans ces pages furent mises en œuvre à travers des lois comme celle de Nuremberg, qui définissaient qui était considéré comme juif et restreignait leurs droits. Tout l'appareil légal et répressif du régime trouva sa justification dans les mots écrits dans ce livre. Hitler affirmait que la lutte contre les Juifs n'était pas une affaire personnelle, mais une question de survie pour le peuple allemand. Ce récit, répété dans le livre et dans ses discours, visait à mobiliser la population autour d'un ennemi commun. Le succès de cette stratégie se vérifia lorsque l'antisémitisme, d'idée marginale, devint une politique d'État. La combinaison d'autobiographie et de doctrine politique dans Mein Kampf fut essentielle à son impact. Hitler y relatait ses expériences personnelles, comme sa frustration vécue à Vienne, pour donner de la crédibilité à sa vision du monde. En même temps, il exposait son plan pour transformer l'Allemagne en une nation puissante et racialement pure. Ce plan incluait l'élimination des Juifs, présentés comme une mesure inévitable pour protéger le pays. L'antisémitisme de Mein Kampf n'était pas une simple opinion, mais une déclaration d'intention. À travers ces pages, Hitler annonçait ce qui allait devenir une réalité brutale, la persécution et l'extermination de millions de personnes. Ceux qui ont lu le livre attentivement pouvaient y voir les fondations de la Shoah bien avant qu'elle n'advienne. La dégénérescence morale de Weimar attribuée aux Juifs. La République de Weimar est née dans un contexte de défaite militaire et de crise politique. Dès le départ, les milieux conservateurs et nationalistes la considéraient comme un régime faible, corrompu par des influences étrangères et culturelles. Dans ce climat, les Juifs furent présentés comme responsables d'une prétendue décadence morale qui, selon la propagande nazie, affectait Berlin et d'autres villes. La prostitution, la pornographie, les cabarets et l'essor des mouvements culturels d'avant-garde furent directement associés à la présence juive. La vie urbaine berlinoise, pleine de cabarets et de spectacles nocturnes, devint le symbole parfait pour la propagande nazie. Les dirigeants nationaux-socialistes affirmaient que cette culture moderne était l'œuvre d'éléments juifs visant à détruire les valeurs traditionnelles allemandes.
Ce message résonnait parmi les cercles les plus conservateurs, qui voyaient d'un mauvais œil les changements sociaux, la liberté d'expression et la visibilité croissante des communautés comme les homosexuels. Les nazis utilisaient des images de la capitale allemande pour renforcer l'idée que le pays était entre les mains d'intérêts corrompus. Joseph Goebbels, expert en propagande, décrivait Berlin comme un nid de dégénérescence, dominé par des entrepreneurs et artistes juifs. Cette narration présentait les Juifs non seulement comme des ennemis économiques, mais aussi comme une menace culturelle sapant la morale du peuple allemand. La prostitution fut un autre thème exploité par la propagande. Les femmes juives étaient désignées comme responsables du commerce sexuel dans les grandes villes, bien qu'aucune donnée réelle ne le confirme. La presse à sensation amplifiait cette image avec des titres associant crimes et scandales à de supposées entreprises juives. Ce type d'histoire servait à renforcer la perception selon laquelle les Juifs étaient derrière chaque aspect corrompu de la vie urbaine. La pornographie, qui commençait à se diffuser plus librement, fut aussi utilisée comme exemple de la décadence de Weimar. Les nazis assuraient que ce matériel était produit et distribué par des entreprises juives dans le but d'affaiblir la jeunesse allemande. Ce discours moralisateur servait à gagner le soutien des familles conservatrices et des groupes religieux. L'homosexualité, plus visible dans le Berlin des années 20, fut également diabolisée. Les nazis affirmèrent que les Juifs étaient derrière la promotion de relations contre nature et que cela faisait partie d'un complot visant à détruire la race aryenne. Des organisations comme l'Institut de sexologie de Magnus Hirschfeld, dirigé par un médecin juif, furent attaquées et brûlées par des groupes paramilitaires nazis tels que les SA. Le cinéma et le théâtre, deux secteurs où travaillaient de nombreux artistes juifs, furent désignés comme instruments de corruption culturelle. Les films qui abordaient la liberté sexuelle ou remettaient en cause les valeurs traditionnelles étaient qualifiés de poison juif pour la société allemande. Goebbels lança des campagnes pour boycotter ces productions et promouvoir un cinéma national glorifiant l'esprit allemand. La propagande ne se limitait pas aux médias imprimés. Des conférences, des rassemblements et des expositions furent organisés, avec des affiches et des photos manipulées pour renforcer le message du danger juif. Ces événements visaient à convaincre la population que la morale du pays était en péril et que seule l'élimination de l'influence juive pouvait sauver l'Allemagne. La montée des drogues récréatives dans certains cercles berlinois fut également utilisée comme argument. Les nazis affirmaient que les Juifs étaient impliqués dans le trafic de drogue, dans le cadre d'un plan pour corrompre la jeunesse allemande. Cette idée, sans fondement, était reprise dans les tracts et discours. L'antisémitisme culturel ne se limitait pas aux grandes villes. Dans les provinces et les petites localités, les nazis diffusaient l'idée que tout ce qui était moderne ou étranger était d'origine juive. Ce discours trouvait un écho chez une population touchée par le chômage et l'inflation. L'idée d'un ennemi intérieur responsable de la perte des valeurs était facilement acceptée. Les changements dans le rôle des femmes dans la société furent aussi utilisés comme argument antisémite. Les femmes qui travaillaient, s'habillaient de façon moderne ou participaient à des activités artistiques étaient associées à la corruption culturelle promue par les Juifs. Cette narration renforçait un modèle de femme traditionnelle, soumise et dédiée au foyer, en opposition à la femme moderne, perçue comme une menace par les nazis. La stratégie de propagande visait à simplifier tous les problèmes sociaux en une seule cause, l'influence juive. Ainsi, des phénomènes aussi divers que le chômage, les drogues, les changements culturels et la modernité étaient présentés comme les éléments d'une même conspiration. Cela permettait de désigner un ennemi commun pour toutes les crises. La République de Weimar, avec son ouverture culturelle et ses expériences sociales, devint l'exemple parfait de ce que le nazisme voulait détruire. Les discours de Hitler répétaient que le pays avait été contaminé par une élite juive cherchant à affaiblir l'Allemagne de l'intérieur. Cette idée fut renforcée par des lois et des mesures limitant la participation des Juifs à la vie culturelle et économique. L'attaque contre la culture juive fut une étape préalable à l'exclusion sociale et économique. Avant même d'envisager les déportations ou l'extermination, le régime nazi avait déjà convaincu une grande partie de la population que les Juifs étaient responsables de la décadence du pays. Ce processus commença par une diabolisation culturelle et morale qui prépara le terrain à des politiques plus extrêmes.
La vie nocturne, la modernité artistique et la diversité sociale de Weimar furent utilisées comme symbole d'un ennemi commun. Les nazis construisirent un récit qui transforma la richesse culturelle de l'Allemagne en une preuve supposée de corruption. Cette propagande, répétée sans relâche, parvint à modeler l'opinion publique. Le juif comme banquier usurier et responsable de l'inflation. La propagande nazie a présenté les Juifs comme responsables de la crise économique qui frappa l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Durant les années d'hyperinflation de 1923, des millions d'Allemands virent leurs économies disparaître du jour au lendemain. Dans ce contexte, la figure du banquier juif fut utilisée comme symbole de la spéculation et de l'enrichissement au détriment du peuple allemand. Les nazis affirmaient que les élites financières juives contrôlaient les banques internationales et manipulaient les marchés pour ruiner le pays. Cette accusation était répétée dans les tracts, journaux et discours. Hitler et des dirigeants comme Heinrich Himmler désignaient les banquiers juifs comme coupables de la ruine financière, convainquant la population qu'il existait un complot économique mondial contre l'Allemagne. La haine envers les Juifs ne reposait pas sur des faits réels, mais sur des stéréotypes historiques. Depuis le Moyen Âge, les Juifs avaient été autorisés à prêter de l'argent, là où d'autres religions l'interdisaient, ce qui créa l'image du prêteur avare. Cette perception persista à travers les siècles et fut ravivée par les difficultés économiques de la République de Weimar. De nombreux Allemands, en perdant leur maison ou leur emploi, cherchaient des coupables visibles. Les nazis leur offrirent une réponse facile, accuser les Juifs. La crise du mark allemand fut dévastatrice. En quelques semaines, l'argent perdit toute valeur et il fallait des valises pleines de billets pour acheter du pain. Les nazis exploitèrent ce désespoir en affirmant que les banquiers juifs avaient provoqué l'inflation pour s'enrichir grâce à la spéculation. Bien que les causes réelles fussent bien plus complexes, incluant les réparations de guerre et la politique économique du gouvernement, la propagande simplifiait le problème en désignant un ennemi concret. La figure du banquier usurier était centrale dans les affiches de propagande. Des caricatures grotesques montraient des juifs aux traits exagérés tenant des sacs d'argent pendant que des familles allemandes souffraient de la faim. Ces messages visuels, facilement compréhensibles, suscitaient une haine profonde. Joseph Goebbels, en tant que chef de la propagande, savait qu'une image pouvait avoir plus d'impact qu'une explication rationnelle. Dans ses discours, Hitler parlait de la nécessité de libérer l'Allemagne des griffes du capital juif. Il associait la spéculation financière à la destruction de l'économie nationale. Selon lui, tandis que le peuple travaillait et souffrait, les Juifs s'enrichissaient depuis les banques et les grands magasins. Ce discours était répété sans relâche pour ancrer l'idée que tous les problèmes du pays avaient un seul et unique responsable. L'antisémitisme économique ne se limitait pas au secteur bancaire. Les nazis accusaient aussi les Juifs de contrôler le commerce, l'industrie textile et d'autres secteurs clés de l'économie. Des statistiques manipulées étaient diffusées pour prouver qu'une minorité juive dominait des secteurs stratégiques, bien que la réalité fût différente. Ce type de propagande visait à convaincre que les Juifs n'étaient pas de simples concurrents, mais une menace pour la survie nationale. La crise économique qui suivit la Grande Dépression de 1929 renforça ce discours. Le chômage massif et la pauvreté rendirent les promesses d'Hitler séduisantes. Il promettait d'expulser les parasites juifs de l'économie et de rendre le travail au peuple allemand. Ce message de haine fut l'un des piliers de la montée du parti nazi. La propagande antisémite utilisa des données réelles, comme la présence de certains entrepreneurs juifs dans quelques secteurs, mais les déforma pour créer une image exagérément négative. Les familles juives qui avaient prospéré en ville étaient désignées comme responsables de la souffrance des classes moyennes et ouvrières allemandes. Ce récit transforma l'envie en haine. Les rapports de police de l'époque reflétaient qu'on croyait, dans de nombreuses villes, que le gouvernement avait livré le pays aux Juifs. En Bavière, par exemple, des rumeurs de pogrom circulaient en raison du mécontentement économique. Ce climat de tension fut exploité par des groupes comme les SA, qui attaquaient les commerces juifs sous prétexte de défendre la population allemande. La vision nazie considérait le capital financier et le communisme comme deux facettes d'une même conspiration juive. Hitler affirmait que les banquiers de Wall Street et les dirigeants soviétiques
œuvraient pour le même objectif, détruire l'Allemagne. Cette théorie, bien que dénuée de sens, était efficace pour rassembler ses partisans contre un ennemi commun. La confiscation des biens juifs fut l'une des premières mesures économiques du régime nazi après son arrivée au pouvoir en 1933. Grâce à des lois discriminatoires, les entreprises juives furent vendues de force à bas prix, au bénéfice des entrepreneurs allemands aryens. Ce pillage était justifié par l'idée de libérer l'économie de l'influence juive corruptrice. Les images de juifs riches contrastaient avec les récits de juifs pauvres, ce qui alimentait encore davantage la haine. Les nazis affirmaient que les juifs, qu'ils soient riches ou pauvres, représentaient toujours une menace. Riches, ils exploitaient le peuple. Pauvres, ils étaient criminels ou parasites. Il n'y avait donc aucun moyen d'échapper à la diabolisation. La narration du banquier juif fut intégrée dans les manuels scolaires et l'éducation nazie. Les enfants apprenaient dès leur plus jeune âge que les problèmes économiques de l'Allemagne étaient dus à une minorité ennemie. Cette éducation fondée sur la haine préparait les nouvelles générations à accepter la discrimination et la violence. La crise économique de Weimar était bien réelle, mais l'antisémitisme en fit un outil politique. Hitler sut exploiter le mécontentement populaire en désignant un ennemi clair et en proposant une solution radicale, exclure les Juifs de la vie économique. Répétée des milliers de fois, cette idée s'enracina dans l'esprit de millions de personnes cherchant une issue rapide à leurs problèmes. L'expulsion forcée comme première politique réelle. Dès le moment où Hitler prit le pouvoir en 1933, le plan était de pousser les Juifs allemands à quitter le pays. Pas encore par des lois d'extermination, mais par des règles et des abus quotidiens qui les laissaient sans option. D'abord, on leur retira leurs emplois dans les services publics. Ensuite, les portes des écoles, des universités et des professions comme avocats, médecins ou enseignants leur furent fermées. Les lois de Nuremberg en 1935 supprimèrent leur citoyenneté et firent des Juifs des étrangers dans leur propre pays. Chaque nouvelle règle réduisait encore davantage leurs chances de vivre normalement. Ils ne pouvaient plus posséder d'entreprise, ils ne pouvaient pas se marier avec des non-juifs, ils ne pouvaient même pas s'asseoir dans certains parcs. On les faisait se sentir indésirables. L'idée était de les faire partir sans avoir encore recours à la violence ouverte. Entre 1933 et 1938, près de 150 000 Juifs réussirent à partir. Mais quitter l'Allemagne n'était pas si facile. Il fallait payer des taxes spéciales. Et les pays voisins commencèrent à fermer leurs frontières. En 1938, avec l'annexion de l'Autriche, le nombre de Juifs sous contrôle nazi augmenta brusquement. Vienne avait une grande communauté juive. Là, Adolf Eichmann ouvrit un bureau pour organiser l'émigration forcée. On leur prenait tout et on leur remettait des papiers pour partir. S'ils ne pouvaient pas payer, on les forçait à signer ce qu'on leur demandait. Cette méthode devint un modèle. À Berlin, en 1939, on créa l'Office central pour l'émigration juive. L'objectif était de vider l'Allemagne de ses Juifs par des démarches administratives et des menaces. Reinhard Heydrich et Eichmann étaient aux commandes. On disait que c'était volontaire, mais c'était un mensonge. Ceux qui ne coopéraient pas perdaient tout. La violence monta d'un cran avec la nuit de cristal en novembre 1938. En une nuit, des synagogues furent détruites, des vitrines de magasins brisées et 30 000 hommes furent arrêtés. Après cela, des milliers comprirent qu'ils ne pouvaient plus rester. Le régime imposa une taxe d'expiation à la communauté juive pour les dégâts. De plus, les comptes bancaires furent gelés. Pour quitter le pays, il fallait renoncer à presque tous ses biens. C'était un vol déguisé en procédure. La conférence d'Évian, en juillet 1938, montra qu'aucun pays ne voulait les accueillir. Des délégués de plus de 30 nations se réunirent, mais presque tous avancèrent des excuses. Seule la République dominicaine proposa d'en accueillir quelques milliers. Les nazis prirent cela comme preuve que le monde ne voulait pas non plus des Juifs. Hitler déclara que si les autres nations ne voulaient pas des Juifs, l'Allemagne n'avait pas à les garder non plus. Ainsi justifiait-il de les chasser à tout prix. En 1939, avant le début de la guerre, le régime comprit qu'expulser des millions de personnes n'était pas simple. Il n'y avait pas assez de pays prêts à les accepter. Les ambassades étrangères étaient saturées de demandes. Beaucoup restaient piégés entre les frontières. Le plan d'émigration avait ses limites.
Seuls ceux qui pouvaient payer pouvaient partir. Les autres restèrent coincés. C'est pourquoi les autorités commencèrent à chercher des méthodes plus rapides et plus radicales. Jusqu'à ce moment-là, la politique officielle consistait encore à forcer les Juifs à partir. Eichmann travaillait sur un plan visant à expulser tous les Juifs d'Europe. Il rêvait de les envoyer à Madagascar. En attendant, à Prague, à Vienne, à Berlin, des milliers étaient interrogés, dépouillés de leurs biens et poussés à fuir. Fin 1939, près de 300 000 Juifs avaient quitté les territoires contrôlés par le Reich. Mais beaucoup restaient. Avec l'invasion de la Pologne, le nombre explosa. La guerre changea tout. La fermeture des frontières, l'occupation de nouveaux territoires et l'isolement international laissèrent les Juifs sans issue. Ce qui avait commencé comme une pression à émigrer devint un enfermement. Et de là, la prochaine étape fut la déportation massive. La politique d'expulsion ne fut pas un geste humanitaire. Ce fut la première étape d'un plan de purification raciale. Il ne s'agissait pas seulement de faire partir les Juifs, il s'agissait de les dépouiller, de les humilier, de les pousser à bout et de les laisser seuls. À chaque frontière fermée, chaque visa refusé, chaque compte bloqué, l'idée d'une émigration de masse devenait impossible et les dirigeants nazis le savaient. En 1940, la phase d'expulsion touchait à sa fin. Ce qui allait suivre serait bien pire. Les plans de déportation vers Madagascar. En 1940, après la victoire allemande sur la France, les dirigeants nazis commencèrent à envisager sérieusement une solution de masse pour éloigner les Juifs d'Europe. L'idée de les déporter vers l'île de Madagascar, colonie française de l'océan Indien, émergea comme une alternative territoriale à ce qu'ils appelaient la question juive. Cette proposition fut soutenue par Heinrich Himmler avec l'appui d'Adolf Hitler et présentée comme un moyen d'isoler toute la population juive du continent européen. Le plan reposait sur l'hypothèse d'une défaite de la Grande-Bretagne, ce qui permettrait à l'Allemagne d'utiliser la flotte marchande britannique. Grâce à ces navires, le régime nazi croyait pouvoir transporter des millions de Juifs vers l'île. La victoire en France et l'accès à l'empire colonial français renforçaient cette illusion. Mais ce projet, bien qu'attractif pour les nazis, était peu réaliste en raison des conditions géographiques et logistiques de Madagascar. L'administration du plan fut confiée à Franz Rademacher, chef du département juif au ministère allemand des Affaires étrangères. Rademacher élabora un schéma détaillé prévoyant le transfert de 4 à 5 millions de Juifs en 4 ans. Pour financer l'opération, il proposa la création d'une banque spéciale qui gérerait les biens confisqués aux Juifs en Europe afin de financer le transport et l'installation sur l'île. Rademacher bénéficia aussi de l'appui de Reinhard Heydrich, qui, en tant que chef du Bureau central de sécurité du Reich, RSHA, superviserait tous les aspects du plan, transport, administration et sécurité. Heydrich voyait Madagascar comme un super ghetto, un lieu où les Juifs seraient surveillés par la police allemande sans contact avec le monde extérieur. Bien qu'une autonomie interne ait été évoquée, ils auraient en réalité vécu sous un régime policier strict. À la mi-1940, Adolf Eichmann élabora avec Dannecker un brouillon détaillé du projet Madagascar. Ce document comprenait des cartes, des tableaux et un calendrier de déportation. Le plan prévoyait l'envoi d'1 million de Juifs par an, en commençant par ceux des territoires sous contrôle allemand. Les Juifs seraient regroupés dans des camps avant d'être embarqués, leur administration placée sous la supervision des SS. L'idée de déporter les Juifs à Madagascar n'était pas nouvelle. Avant la guerre, des gouvernements comme celui de la Pologne ou de la France avaient déjà exploré la possibilité de réinstaller des communautés juives sur cette île. Même la commission Lepecki, envoyée par la Pologne en 1937, avait étudié les conditions climatiques et agricoles de l'île, concluant que seuls quelques milliers de familles pourraient y survivre. Malgré ces rapports, les nazis reprirent l'idée avec un objectif bien plus ambitieux et brutal. À la fin juillet 1940, Hans Frank, gouverneur général de la Pologne occupée, fut informé de ce plan. La construction de ghettos dans des villes comme Varsovie fut temporairement suspendue car on s'attendait à ce que tous les Juifs soient déportés à Madagascar à la fin de la guerre. Cette nouvelle se répandit rapidement dans les administrations locales, créant la croyance que la question juive serait résolue par une expulsion massive vers l'étranger. Cependant, le plan commença à s'effondrer après l'échec de la Luftwaffe lors de la bataille d'Angleterre.
L'impossibilité de vaincre la Grande-Bretagne signifiait que la flotte marchande nécessaire au transport de millions de personnes ne serait pas disponible. En septembre 1940, le projet fut suspendu, bien qu'il fût encore mentionné dans des documents internes jusqu'à la fin de l'année. Eichmann parlait encore d'une évacuation transocéanique comme solution à long terme, mais en réalité, le plan Madagascar s'évanouissait. Ce projet révélait la mentalité génocidaire des dirigeants nazis. Même si l'on ne parlait pas encore d'extermination systématique, la déportation de millions de Juifs vers une île aux conditions hostiles aurait entraîné un taux de mortalité extrêmement élevé. Pour les responsables nazis, cela n'était pas un problème, mais une conséquence naturelle de leur politique de ségrégation et de haine raciale. Le plan Madagascar fut une étape intermédiaire entre la politique d'émigration forcée et la solution finale. Il représentait le désir d'isoler et de détruire la vie juive en Europe sous couvert d'une relocalisation. Le passage de cette idée au camp d'extermination s'est fait lorsque la guerre empêcha tout transfert massif à l'étranger, poussant les autorités nazies à opter pour des méthodes plus directes et létales. La recherche d'une solution territoriale en Pologne ou en Sibérie. Après l'échec du plan Madagascar, les dirigeants nazis se tournèrent vers les territoires occupés à l'Est. L'invasion de la Pologne en 1939 et l'opération Barbarossa en 1941 offrirent de nouvelles possibilités d'isoler et de regrouper les Juifs dans des régions reculées. Ces zones, selon leur vision, pourraient devenir d'immenses camps de confinement où les Juifs seraient soumis au travail forcé et à des conditions extrêmes. La création de ghettos dans des villes comme Varsovie, Łódź et Lublin fut l'une des premières étapes de ce plan. Les nazis y entassaient les communautés juives retirées de leurs villages dans des zones urbaines fermées. Ces espaces densément peuplés et pauvres en ressources servaient de centres de concentration temporaires en attendant les futures déportations. Pour les autorités nazies, les ghettos représentaient une solution provisoire en attendant la décision finale sur le sort des Juifs. À la mi-1941, des projets visant à déporter les Juifs vers des régions peu peuplées de l'Union soviétique, en particulier la Sibérie, furent envisagées. Ces propositions reposaient sur l'idée d'utiliser les vastes territoires de l'Est pour établir des colonies de travail forcées. Mais les difficultés logistiques et l'ampleur des opérations rendaient ces plans irréalisables. La guerre sur le front de l'Est absorbait les ressources et rendait tout transfert massif difficile. Le ministère de l'Est, dirigé par Alfred Rosenberg, fut l'un des organismes promoteurs de ces projets. Rosenberg proposa que, pour répondre aux déportations soviétiques des Allemands de la Volga, les nazis puissent expulser des millions de Juifs vers l'intérieur de la Russie. Cette idée fut transmise au quartier général de Hitler en septembre 1941. Bien qu'Hitler y ait montré de l'intérêt, le projet resta théorique faute de conditions pratiques. Adolf Eichmann, responsable de la logistique des déportations, reconnut lors de réunions internes qu'il n'existait aucune infrastructure pour accueillir les Juifs allemands dans les territoires occupés. Ce manque de moyens, combiné à la pression des autorités locales, mena à des propositions plus radicales. Eichmann alla jusqu'à suggérer des exécutions directes comme solution rapide, ce qui reflétait le climat de violence croissante parmi les dirigeants nazis. Les camps de transit en Pologne, tels que Chelmno et Belzec, furent créés pour gérer les flux de déportation. Ces lieux, initialement prévus pour le regroupement, devinrent rapidement des centres d'extermination. L'échec des plans territoriaux en Sibérie ou en Russie intérieure poussa les autorités nazies à adopter des méthodes beaucoup plus violentes pour réduire la population juive. La politique nazie à l'Est combinait déportation, enfermement et extermination. Dans les villes polonaises, les Juifs étaient confinés dans des ghettos où la faim et les maladies causaient des milliers de morts chaque mois. Les nazis considérèrent ces morts comme une conséquence naturelle de leur politique de ségrégation et ne faisaient aucun effort pour soulager la souffrance. Parallèlement, les Einsatzgruppen, unités mobiles de la SS, suivaient l'armée allemande en Union soviétique. Ces unités exécutaient des communautés entières de Juifs dans des fosses communes sous prétexte d'opérations de sécurité. Le massacre de Babi Yar, en septembre 1941, où plus de 30 000 personnes furent assassinées en 2 jours, est un exemple clair de cette transition vers le génocide.
À mesure que la guerre progressait, les nazis comprirent qu'une solution territoriale n'était pas pratique. Les distances, la résistance soviétique et le manque de ressources rendaient impossible la déportation de millions de Juifs vers l'intérieur de l'Asie. Cette réalité conduisit à la création d'un système d'extermination plus organisé, qui culmina avec la soi-disant solution finale. L'échec des projets de déportation vers la Sibérie coïncida avec la planification de conférences clés comme celle de Wannsee en janvier 1942 où le plan d'extermination systématique fut officialisé. À ce moment-là, l'idée de réinstaller les Juifs dans des territoires éloignés avait été remplacée par la construction de camps d'extermination tels qu'Auschwitz, Sobibor et Treblinka. Ces camps n'étaient pas de simples lieux de détention, mais des centres conçus pour tuer à une échelle industrielle. Les chambres à gaz et les fours crématoires devinrent le principal moyen de réaliser le génocide. Les expériences antérieures, avec les ghettos et les camps de transit, avaient servi de répétition pour ce système macabre. De l'exclusion sociale à l'extermination, la transition idéologique et le rôle de Himmler. Au fur et à mesure que la guerre progressait, les nazis comprirent qu'une solution territoriale n'était pas pratique. Les distances, la résistance soviétique et le manque de ressources rendaient impossible la déportation de millions de Juifs vers l'intérieur de l'Asie. Cette réalité mena à la création d'un système d'extermination plus organisé, qui culmina avec la solution finale. L'échec des projets de déportation vers la Sibérie coïncida avec la planification de conférences clés comme celle de Wannsee en janvier 1942 où le plan d'extermination systématique fut formalisé. À ce moment-là, l'idée de relocaliser les Juifs dans des territoires éloignés avait été remplacée par la construction de camps d'extermination tels que Auschwitz, Sobibor et Treblinka. Ces camps n'étaient pas de simples lieux de détention, mais des centres conçus pour tuer de manière industrielle. Les chambres à gaz et les fours crématoires devinrent la méthode principale pour mener à bien le génocide. Les expériences antérieures avec les ghettos et les camps de transit avaient servi de répétition pour ce système macabre. La politique antisémite du nazisme passa entre 1939 et 1941 de mesures d'exclusion à un système d'extermination planifié. Durant cette période, le régime radicalisa ses décisions, abandonnant les solutions territoriales et migratoires pour choisir l'élimination physique de millions de personnes. Ce changement ne fut pas soudain, mais le résultat d'un processus d'escalade poussé par la guerre et par des leaders comme Heinrich Himmler, devenu l'architecte principal de la solution finale. Dès le début, Hitler avait indiqué clairement que le problème juif nécessitait une solution définitive. Ses discours étaient volontairement vagues, mais son entourage comprenait bien le message. Himmler, chef de la SS, interpréta ces signaux de la manière la plus radicale et élabora un système combinant travail forcé, déportation massive et exécution. Son rôle fut central dans la transformation de la politique nazie en un génocide organisé. La relation entre Hitler et Himmler était proche et directe. Chaque proposition importante concernant la population ou les déportations nécessitait l'aval du Führer, mais c'était Himmler qui élaborait les plans concrets. Des mémorandums comme celui de mai 1940 sur le traitement des populations à l'Est montraient son obsession pour une purification raciale totale. Hitler le qualifia de très correct, ce qui donna le feu vert à des opérations plus agressives. L'euphorie liée aux victoires militaires en Pologne et en France accéléra la radicalisation. Himmler vit dans la guerre une opportunité de mettre ses idées à exécution sans limite. Dans ce contexte, le plan de déporter les Juifs à Madagascar fut jugé viable, mais après son échec, Himmler n'hésita pas à proposer des méthodes plus directes. Pour lui, la guerre à l'Est représentait un champ libre pour pacifier les territoires par l'élimination physique de populations entières. Dans les territoires soviétiques occupés, Himmler déploya des unités spéciales comme les Einsatzgruppen. Celles-ci, initialement chargées de missions de sécurité, passèrent à l'exécution de massacres de masse. Himmler les renforça avec des brigades SS et des bataillons de police, augmentant leur capacité meurtrière. Rien que pendant l'été 1941, les opérations en Ukraine, en Biélorussie et dans les pays baltes laissèrent des dizaines de milliers de victimes exécutées dans des fosses communes. Le discours de Hitler, de plus en plus violent, encourageait ces actions. Il ne donnait pas d'ordres explicites,
mais son insistance sur la nécessité d'éliminer l'ennemi était interprétée comme une autorisation pour l'extermination. Himmler, à la tête de la SS, assumait cette tâche avec fanatisme. Ses visites sur les fronts et dans les camps de concentration confirmaient son implication directe dans les meurtres de masse. À Białystok, sa présence coïncidait avec des massacres à grande échelle. La transition idéologique se consolida avec la création de camps d'extermination en Pologne occupée. Des installations comme Chelmno, Belzec et Sobibor ne furent pas conçues pour le travail forcé, mais pour l'anéantissement systématique. Himmler supervisa personnellement le développement de ces centres, où l'on expérimentait des méthodes plus efficaces, comme les camions à gaz et les chambres scellées. Le changement de politique se reflétait également dans l'administration des ghettos. Ces lieux, initialement conçus comme des zones de confinement, devinrent des centres de mort lente. La faim, les maladies et le manque de ressources réduisaient la population, tandis que l'on préparait les déportations vers les camps d'extermination. Pour Himmler, les ghettos étaient une étape transitoire avant l'élimination totale. La conférence de Wannsee, en janvier 1942, officialisa ce qui était déjà mis en œuvre sur le terrain. Himmler et Reinhard Heydrich y présentèrent un plan coordonné visant à déporter et assassiner 11 millions de Juifs européens. Bien que Hitler ne fût pas présent, son approbation était implicite. Wannsee fut la confirmation administrative de la solution finale. À ce moment-là, le pouvoir de Himmler était immense. Il contrôlait la SS, la Gestapo et le réseau des camps de concentration. Sous son autorité, le système nazi s'orienta entièrement vers le génocide. Chaque déportation, chaque exécution faisait partie d'un engrenage précis. Sa capacité à transformer l'idéologie en action fut essentielle dans la mise en œuvre de l'Holocauste. La guerre à l'Est, avec sa brutalité extrême, servit de laboratoire aux techniques d'extermination. Des fusillades massives comme celle de Babi Yar en septembre 1941, où plus de 30 000 personnes furent assassinées en 2 jours, illustrent l'ampleur de la violence. Himmler supervisa personnellement certaines de ces opérations, donnant des instructions et veillant à leur efficacité. Dans ce contexte, l'exclusion sociale initiale, loi, boycott, ghetto, se transforma en un programme d'extermination totale. La transition ne fut pas seulement administrative, mais aussi idéologique. Pour Himmler et les autres hauts responsables nazis, il ne suffisait plus d'expulser ou d'isoler les Juifs. Il fallait les éliminer physiquement pour réaliser la vision d'une Europe aryenne. À la fin de l'année 1941, la décision était prise. Les hauts responsables nazis cessèrent de parler d'expulsion et commencèrent à coordonner un plan d'extermination massive. Les trains chargés de Juifs se dirigèrent vers l'Est, semblant effectuer des transferts ordinaires, mais dont la destination était la mort. Les autorités locales recevaient des ordres directs de Berlin, tandis que des installations étaient construites ou agrandies dans un seul but, éliminer des vies de manière systématique. En janvier 1942, dans une villa de Wannsee près de Berlin, se tint une réunion décisive. Reinhard Heydrich et Adolf Eichmann y présentèrent un schéma précis de la solution finale. Chaque région devait fournir des listes, organiser les trains et envoyer des contingents vers les camps. Les mots étaient froids, administratifs. Il ne s'agissait pas de savoir si cela devait être fait, mais comment le faire plus efficacement. Autour de la table se trouvaient des fonctionnaires civils, des membres de la SS et des représentants du gouvernement. On y détailla les chiffres, les méthodes et les itinéraires, comme pour un projet logistique ordinaire. À partir de ce moment, les camps de concentration furent transformés en centres d'extermination. Auschwitz devint le cœur de ce système. On y construisit des crématoires et on perfectionna les chambres à gaz. Sobibor, Treblinka, Belzec et Majdanek suivirent le même modèle. Les voies ferrées aboutissaient directement aux rampes, où les prisonniers étaient triés entre ceux pouvant être utilisés comme main-d'œuvre forcée et ceux destinés à être tués immédiatement. Les chambres à gaz étaient déguisées en douches. On faisait croire aux nouveaux arrivants qu'ils allaient être désinfectés. On leur retirait leurs effets personnels, on les obligeait à se déshabiller et on les guidait par groupes. Une fois les portes fermées, des gaz mortels comme le Zyklon B étaient libérés. Le processus durait quelques minutes, après quoi les corps étaient retirés par les Sonderkommando, des prisonniers forcés de faire fonctionner cette machine de mort. Les crématoires fonctionnaient jour et nuit pour effacer toute trace.
Les cendres étaient jetées dans des rivières, des champs ou des fosses communes. Les chiffres augmentaient semaine après semaine. Eichmann supervisait les transports, exigeant ponctualité et coordination. Chaque train était une opération minutée. Les officiers SS mesuraient l'efficacité des camps au nombre de personnes tuées quotidiennement. Des méthodes furent mises en place pour accélérer les processus, comme l'agrandissement des fours et l'usage de pelleteuses pour creuser des fosses massives. Tout était orienté vers une extermination industrielle. Des entreprises allemandes participèrent à cette chaîne. Des sociétés comme Krupp, IG Farben et d'autres utilisèrent la main-d'œuvre esclave dans des usines proches des camps. Les prisonniers étaient exploités jusqu'à mourir de faim, d'épuisement ou de maladie. Ces industries profitaient de contrats et de matériaux issus du pillage des biens confisqués aux déportés. Les wagons arrivaient pleins de vêtements, bijoux et objets personnels qui étaient triés, revendus ou envoyés en Allemagne. Les églises, sauf quelques exceptions, gardèrent le silence. Certains prêtres ou pasteurs dénoncèrent timidement ce qui se passait, mais la majorité préféra ne pas intervenir. La propagande nazie contrôlait les médias, et toute voix dissidente était éliminée. Les autorités locales, les fonctionnaires et les cheminots savaient que les trains allèrent vers la mort. Pourtant, la peur, l'indifférence ou la complicité permirent au système de fonctionner sans interruption. Dans les villages proches des camps, les habitants voyaient la fumée constante des crématoires. Certains murmuraient des rumeurs sur les massacres, d'autres détournèrent le regard. La propagande insistait sur le fait qu'il s'agissait de camps de travail. Cependant, les odeurs, le trafic ferroviaire et les récits des survivants dévoilaient la vérité. Lorsque la guerre tourna en défaveur de l'Allemagne, des millions avaient déjà été assassinés. La conférence de Wannsee fut suivie d'ordres toujours plus radicaux. Les Juifs de France, des Pays-Bas, de Belgique, de Grèce, d'Italie et d'autres pays occupés furent déportés en masse. Le ghetto de Varsovie fut vidé à travers des rafles brutales. La SS et la Gestapo utilisaient la ruse pour rassembler des milliers de personnes dans les gares. On leur disait qu'elles allaient être réinstallées, mais leur destination était Treblinka ou Auschwitz. Les opérations étaient exécutées avec une précision militaire. Chaque wagon était calculé pour transporter des centaines de personnes entassées, sans eau ni ventilation. Beaucoup mouraient durant le trajet de faim, de soif ou d'asphyxie. L'extermination devint un secret de polichinelle. La résistance polonaise, française et tchèque réussit à transmettre des rapports. Dès 1942, diplomates et journalistes reçurent des messages codés sur les massacres. Certains gouvernements alliés en prirent connaissance, mais les informations étaient si extrêmes que beaucoup doutèrent de leur véracité. L'ampleur du crime semblait inimaginable. Pendant ce temps, les autorités nazies commencèrent à dissimuler les preuves. En 1944, alors que l'armée rouge approchait, l'ASS détruisit des documents, démonta les crématoires et exécuta des témoins. Les marches de la mort furent la dernière tentative de vider les camps. Des milliers de prisonniers furent forcés de marcher des jours en plein hiver. Ceux qui tombaient étaient abattus sur le champ. Malgré cela, les soviétiques découvrirent des restes de chambres à gaz, de fours et de fosses contenant des milliers de cadavres. Les témoignages des survivants confirmèrent chaque détail. Ils racontèrent la tromperie des fausses douches, les sélections sur les rampes, les coups et les expériences médicales. Des médecins comme Joseph Mengele profitèrent du système pour mener des expérimentations atroces. Les prisonniers étaient traités comme des objets de laboratoire, exposés à des infections, des mutilations ou des tests chimiques sans anesthésie. Chaque fait révélé après la guerre renforça l'ampleur du génocide. La population allemande avait, dans une large mesure, perçu les signaux. Les trains partèrent pleins et revenèrent vides. Les usines recevaient des vêtements usagés en quantités absurdes. Les lettres des soldats à l'Est parlaient d'exécutions de masse. Pourtant, la propagande officielle et la peur du régime poussèrent beaucoup au silence. Ce silence collectif permit à la machine de mort de continuer sans opposition interne. Lors des procès de Nuremberg, les dirigeants nazis tentèrent de nier ou de minimiser les faits. Mais les preuves étaient accablantes. Des photographies, des documents, des restes d'installations et des témoignages d'officiers capturés démontrèrent la planification de l'extermination. Eichmann, capturé des années plus tard, reconnut que sa tâche consistait à coordonner les trains menant des millions de personnes à la mort.
Il le faisait avec la même logique que pour un réseau de transport, sans remords. Le pillage fut un autre élément central. Des bijoux aux dents en or, tout était extrait des corps. La SS disposait d'unités chargées de trier et fondre l'or récupéré. Ce butin était envoyé à la Reichsbank pour financer l'effort de guerre. Les entrepôts d'Auschwitz, appelés Canada, regorgeaient d'objets personnels. Ce pillage, combiné au travail forcé, fit de l'extermination une entreprise aussi macabre que rentable. La brutalité devint une routine. Les gardiens étaient formés à déshumaniser les prisonniers. Chaque coup, chaque insulte, chaque humiliation faisait partie d'un mécanisme destiné à briser la volonté des victimes. Certains prisonniers tentèrent de se rebeller, comme à Sobibor et Treblinka, où eurent lieu des évasions organisées. Ces actes prouvaient que, même dans des conditions extrêmes, la résistance existait. La fin arriva avec l'avancée alliée en 1945. Les camps furent libérés un à un, révélant des scènes inimaginables, des montagnes de cadavres, des prisonniers squelettiques, des entrepôts remplis d'objets volés. Les chambres à gaz et les crématoires étaient des preuves directes. Les images prises par les soldats alliés firent le tour du monde, montrant l'ampleur du crime. Ce processus d'extermination fut planifié dans les bureaux du pouvoir, mais exécuté par des milliers de personnes. Gardiens, bureaucrates, cheminots, industriels, médecins et voisins contribuèrent, directement ou indirectement, à la machine de mort. Le génocide ne fut pas l'œuvre de quelques individus, mais celle d'une structure entière opérant avec efficacité. À la fin de la guerre, il apparut clairement que l'extermination du peuple juif fut permise non seulement par les exécutants, mais aussi par ceux qui restèrent passifs.